La tasse de thé posée sur le bord de l'évier crasseux tremblait légèrement à cause des vibrations de l'ancien réfrigérateur, tout comme la patience d'Eliane. Les pinceaux séchaient à peine sur un torchon déchiré, et la fine couche d'argile sous ses ongles racontait mieux que tout son combat quotidien. Le loyer de son petit appartement atelier dans la banlieue de Reims était en retard de 2 mois. Les commandes de céramique se faisaient rares, et les factures s'empilaient comme des tombes miniatures. À 43 ans, artiste céramiste de son état, Eliane se sentait prise au piège d'un labyrinthe de dettes laissé par son ex-mari. Madame Dubois, je vous confirme. La voix du notaire, Maître Laurent, était sèche, comme le papier jauni de l'acte qu'il avait dû lui envoyer la veille. L'acte de succession est formel. Votre grande-tante Céleste de Valois vous lègue la totalité de ses biens. Un unique actif. Maître Laurent avait précisé avec un soupir à peine audible. Le manoir des Roseaux. Un frisson étrange avait parcouru Eliane. Elle n'avait jamais rencontré Céleste, une âme recluse, décédée seule dans un hospice lointain dont elle avait appris l'existence par un avis de décès anonyme. Le manoir, une masure, un gouffre financier, à en croire la réputation qui précédait la bâtisse dans la famille. Théo, son fils de 16 ans, coëssévant, le visage dissimulé derrière un écran de tablette, avait levé les yeux un instant. Le manoir des Roseaux, cette ruine qui tombe en morceaux. Clara, sa fille de 11 ans, plongée dans son carnet de croquis, avait juste chuchoté. « J'espère qu'on aura des casques de chantier. » Sa sœur Sophie, toujours prompte à la sagesse pratique, l'avait appelée ce matin-là. « Eliane, ma pauvre, vends ce terrain s'il a la moindre valeur. C'est un piège mortel. » Elle avait même entendu sa voix pleine d'un rire nerveux à l'autre bout du fil. Au moins, les enfants verront de près à quoi ressemble l'échec. Eliane avait serré les mâchoires, fixant le sol de linoléum craqué. Ses enfants, si silencieux à côté d'elle, méritaient tellement plus que cette vie de subsistance, entre les rappels de loyer et les écoles différentes dans 3 départements. Et maintenant, cette malédiction en forme de manoir délabré, qui sentait déjà le moisi et la décomposition. Ce week-end-là, poussée par une curiosité teintée de désespoir, Eliane avait chargé la vieille camionnette et pris la route pour Valclair. Le manoir des Roseaux se dressait, sinistre et majestueux, au milieu d'un parc envahi par les ronces, comme une relique oubliée au bord de la forêt d'argent. Dès qu'ils avaient franchi le portail rouillé, dont l'une des barres de fer portait encore une avis de démolition, agrafée de travers, Clara avait posé la question qu'Eliane redoutait. « On va vraiment rester ici, maman ?» Eliane avait coupé le moteur. 3 étages de boiseries vermoulues, des gouttières affaissées, des lierres épais qui étranglaient les colonnes du porche. Théo avait ricané. « Il n'y a aucune chance que ça ne nous tombe pas dessus. » Le porche avait gémi sous leurs pas. Eliane avait poussé la porte d'entrée. Elle n'avait pas grincé, elle avait hurlé, comme si la maison elle-même les suppliait de faire demi-tour. À l'intérieur, c'était comme entrer dans un autre siècle. La poussière était si épaisse qu'elle étouffait. Les toiles d'araignée pendaient comme des tentures funèbres. Mais alors, Eliane avait regardé de plus près. Dans le hall, des vitraux anciens captaient la lumière du matin, projetant des motifs kaléidoscopiques sur le carrelage fissuré. L'escalier, avec ses rampes sculptées en chêne, était usé, mais étonnamment solide. Des moulures finement ouvragées couraient le long des plafonds, dignes d'une cathédrale. Ils avaient retraversé le grand salon en silence. Même Théo avait cessé ses plaisanteries. « C'est immense !» avait murmuré Clara, la tête penchée, les yeux rivés sur le plafond. Un courant d'air froid glissait dans le couloir. Mais Eliane avait ressenti autre chose. Pas seulement le froid, quelque chose sous sa peau, une pression basse et profonde, un bourdonnement derrière ses oreilles. Elle avait effleuré le mur de sa main. La peinture s'était écaillée, ses doigts étaient redevenus gris de poussière. Mais sous tout cela, elle avait senti le bois véritable, une histoire palpable. « On dirait que nous sommes à la maison », avait-elle dit. Théo avait levé les yeux au ciel. Sérieusement. Mais Eliane ne plaisantait pas. Pas vraiment. Elle ne savait pas si c'était même sûr. Mais pour la première fois depuis des années,
Elle n'avait pas l'impression de survivre au plan de quelqu'un d'autre. Ils ne louaient pas. Ils n'étaient pas de simples invités. La maison tombait en ruine, certes, mais c'était la leur. Elle avait regardé Clara, qui explorait déjà le petit salon avec son carnet de croquis à la main. Théo se tenait près de l'escalier, faisant rebondir sa balle de tennis sur les planchers. Elle savait qu'il n'y croyait pas encore. L'enfer, elle non plus. Mais debout dans ce couloir poussiéreux et brisé, quelque chose avait changé. Ça ne ressemblait plus à une blague. C'était comme une ligne tracée, comme si, juste peut-être, c'était le début de quelque chose qui n'était pas censé être facile. Elle avait laissé tomber son sac au sol, essuyé ses mains sur son jean et dit « Commençons à nettoyer ». Théo laissa tomber la clé à molette avec un grand cliquetis et s'assit sur ses talons. « Cette plomberie appartient à un musée », marmonna-t-il, essuyant ses mains sur un vieux torchon. L'évier avait craché de l'eau brune pendant 5 minutes avant de rendre l'âme. La tuyauterie en dessous fuyait comme si elle suppliait de mourir. Eliane était plongée jusqu'au coude sous le comptoir, essayant d'enrouler du ruban adhésif autour d'un joint rouillé, quand elle entendit à nouveau la voix de Théo. Cette fois, plus forte, plus curieuse. « Maman, ce mur est bizarre. » Il se tenait dans le garde-manger, appuyant sur une section à l'arrière. Le bois y paraissait plus sombre que le reste, peut-être plus ancien. Le papier peint s'écaillait comme une peau morte, s'enroulant sur les bords. Eliane se redressa, essuya la sueur de son cou et le rejoignit. « Qu'est-ce que tu veux dire par bizarre ?» Il frappa dessus, puis passa sa main sur la surface. « C'est lisse ici. » Comme si quelqu'un l'avait poncé, et regarde ces lignes. Eliane s'était penchée. Derrière le papier peint écaillé, il y avait des rainures dans le bois, certaines peu profondes, d'autres profondes. Clara était venue, son carnet de croquis sous le bras, et avait lentement décollé le reste du papier peint. C'est là qu'ils avaient vu les gravures. Des cercles dans des cercles, certains marqués comme des points cardinaux, d'étranges motifs géométriques qui rappelaient à Eliane des diagrammes de ses vieux manuels de trigonométrie. Des lignes tourbillonnantes, des segments, des triangles se chevauchaient, entre eux, des nombres. Pas des numéros de maison ou des années, mais des décimales et des fractions. Et juste au centre, gravé plus grand que tout le reste, un seul mot, en lettres majuscules parfaites, commencer. Clara était tombée à genoux et avait commencé à copier les symboles qu'avec son crayon. Théo avait sorti son téléphone et pris des photos sous tous les angles. Eliane s'était accroupie à côté d'eux, traçant le plus grand cercle avec son doigt. Les bords étaient nets, encore propres. Quelqu'un avait pris son temps pour faire ça. Ce n'était pas l'œuvre d'un adolescent ennuyé avec un couteau de poche. Ces lignes avaient un but. Eliane recula et scanna tout le mur. Ce n'est pas aléatoire. Pas du tout, dit Théo. C'est comme un code. Il n'avait ça pour pas beaucoup parler après cela, se contentant de travailler. Toutes les quelques minutes, Clara faisait une pause pour ombrer un détail, puis retournait à son croquis. Théo commença à décoller plus de papier peint, vérifiant si les motifs continuaient, mais il s'arrêtait au bord du panneau. Quelques heures plus tard, Eliane remarqua quelque chose de nouveau. Gravé juste sous la sculpture la plus basse, presque cachée derrière une fissure de la plinthe. Elle sortit son canif et gratta la saleté. 5 mots apparurent, gravés d'une fine écriture penchée. Le voyage commence dans le passé. Eliane s'était figée. Cette voix dans sa tête, la pression qu'elle avait ressentie en entrant dans la maison pour la première fois, tout était revenu en force. Pas des mots, pas un son, juste un poids, comme quelque chose qui observait, qui attendait. Elle n'avait pas beaucoup pensé à Tante Céleste depuis des années. Elle n'était pas proche, mais elle se souvenait d'une soirée, il y a des années, lors d'un barbecue de famille, où sa grand-mère avait raconté, à moitié saoule, des histoires sur les Valois. Le vieux Anatole n'a jamais fait confiance aux banques, avait-elle dit, hochant solennellement la tête. Il disait que les hommes qui meurent avec des secrets meurent riches. Eliane avait pensé que c'était juste un de ces racontards de famille. Mais maintenant, en regardant ces symboles, ces nombres gravés derrière un mur de garde-manger, elle n'était plus si sûre. En soirée, ils étaient épuisés. L'évier était toujours cassé. La pile d'ordures près de la porte arrière était presque aussi haute que Théo, mais aucun d'eux ne voulait quitter le garde-manger.
Eliane finit par rompre le silence. « Allons à la médiathèque. »« Maintenant ?» demanda Clara, attrapant déjà son sweat à capuche. « Nous avons un nom, Anatole de Valois, et une chronologie. S'il a construit cette maison à la fin du 19e siècle et détestait les banques, peut-être a-t-il caché quelque chose. » Vers minuit, ils entrèrent dans la médiathèque municipale de Valclair, à moitié couvert de poussière et sentant encore le moisi. L'employé de nuit leur jeta un regard, mais ne posa pas de questions. Elle devait penser qu'il faisait partie d'un étrange projet scolaire. Théo se dirigea droit vers la section d'histoire locale. Clara le suivit avec son carnet de croquis, tournant à la page de ses dessins. Eliane se dirigea vers le terminal d'archives, l'ancien, avec ses touches jaunies et sa barre d'espace collante. C'est Théo qui le trouva en premier. « Maman !» appela-t-il, lui faisant signe. À l'écran, un titre du journal de Valclair, daté d'octobre 1888. Le savant excentrique Anatole de Valois disparaît sans laisser de traces. L'article détaillait la disparition mystérieuse d'Anatole de Valois, botaniste et cartographe renommé, quelques jours avant qu'une expédition cruciale ne parte en Afrique. Manoir laissé à l'abandon, actif non réclamé. Eliane lut l'article 2 fois, puis une troisième. Personne n'avait jamais rien trouvé. Aucun testament traité, aucun compte bancaire saisi. Anatole de Valois avait simplement disparu, avec son épouse, ses 2 fils et tout ce qu'il possédait. Théo fixa l'écran, les yeux écarquillés. Et s'il avait tout enterré, son argent, ses travaux, tout? Eliane ne répondit pas, mais sa poitrine était serrée. Son esprit n'arrêtait pas de tourner. Tout ce qu'elle pouvait penser, c'était « et s'il l'avait fait ?» Et si ce n'était pas juste une vieille maison effrayante avec des planchers qui grincent et des histoires de fantômes? Et si nous étions assis sur une putain de fortune? Il n'avait presque pas dormi cette nuit-là. Eliane ne cessait de rejouer l'article dans sa tête, ses gravures dans le garde-manger, la voix de sa grand-mère disant que « les hommes qui meurent avec des secrets meurent riches ». Elle n'allait pas tirer de conclusions hâtives, mais elle savait une chose. Anatole n'avait pas laissé tout ça derrière lui par accident. Le lendemain matin, Eliane était en train de lutter avec une porte de placard imbibée d'eau pour la détacher de ses gonds rouillés quand elle entendit des pneus crisser sur le gravier, à l'avant de la maison. Ce n'était pas le cliquetis maladroit d'une camionnette de chantier ou de livraison. C'était plus doux, plus lent. Elle essuya ses mains sur son jean et sortit sur le porche. Une Audi A6 grise, aux vitres teintées, venait de s'arrêter. Propre, polie et certainement pas locale. La porte du conducteur s'ouvrit et un homme en blazer foncé et lunettes de soleil, malgré le ciel couvert, en sortit. Fin de la trentaine, début de la quarantaine. Cheveux gominés, mallette fine à la main. « Madame Dubois ?» demanda-t-il, s'avançant vers elle comme s'ils avaient un rendez-vous. Eliane hocha la tête, croisant les bras. « Ça dépend de qui demande. » Il sourit, comme s'il jouait aux cartes et qu'il connaissait déjà sa main. « Maître Anton Vesper, Patrimoine Obscur S.A. Je représente un groupe intéressé par les propriétés résidentielles en détresse. » Il fit un geste vers la maison derrière elle. « Celle-ci est éligible. » Eliane ne dit rien, attendant. Il ouvrit sa mallette, en sortit une liasse de papier plié et la lui tendit. « Nous souhaiterions acheter la propriété en l'état. Aucune inspection, aucun délai. 180 000. 1 000 €. Comptant. Nous pouvons finaliser la transaction avant vendredi. » Eliane parcourut la première page. Termes juridiques, conditions de clôture, service de séquestre. Tout semblait légitime. Avant qu'elle ne puisse répondre, la voix de Léo, son ami, vint de derrière elle. « Il a dit 180 000 ?» demanda-t-il, sortant du couloir la bouche pleine de céréales. « Mec, tu serais idiot de ne pas prendre d'abord ça. » Sophie le suivit, tenant sa tasse de café, comme si elle possédait le Porsche. « Sérieusement, Eliane, c'est un tas de briques. Prends l'argent et fuis. » Eliane rendit les papiers à Vesper sans détourner le regard. « Je ne vends pas. » Son sourire ne bougea pas, mais ses yeux se plissèrent légèrement. Puis-je demander pourquoi ? Vous l'avez dit vous-même. Propriété résidentielle en détresse, ce qui signifie qu'elle est plus que ce qu'elle paraît. Il inclina la tête. C'est un passif.
Dommages structurels, moisissure, pas de chauffage. Il vous faudra 6 chiffres juste pour la maintenir debout. Je ne vends toujours pas. Avant qu'il ne puisse répliquer, Clara apparut dans l'embrasure de la porte derrière Eliane, serrant son carnet de croquis. « Nous avons trouvé quelque chose, » dit-elle. Eliane se tourna rapidement vers elle, mais il était trop tard. Clara s'avança, ouvrant son carnet. Derrière le mur du garde-manger, des symboles, des nombres. Un mot gravé au milieu. « Commencer ». Vesper la regarda, puis Eliane. Son expression ne changea pas, mais quelque chose s'alluma dans ses yeux. Pas de la curiosité, de la faim. « Eh bien, c'est adorable, » dit-il, souriant avec ses dents. « Les vieux aiment leurs secrets. Ça garde la mémoire vivante, n'est-ce pas ?» Théo s'approcha de sa sœur. « Vous n'êtes pas d'ici, » dit-il d'un ton sec. Vesper l'ignora. « Laissez-moi vous faire cette offre. Vous avez des enfants. Cet endroit n'est pas sûr. Vous vivez dans un risque d'incendie rempli de contes de fées. Vendez maintenant, reposez-vous et laissez des gens comme moi chasser les fantômes. Tout le monde y gagne. » Eliane le fixa. « Vous êtes sûr de ne pas être ici pour les contes de fées ?» Il haussa les épaules. Tout le monde aime une bonne histoire. Mais les histoires ne perdent pas les procès quand cet endroit s'effondre. Il tendit une carte. L'offre est valable jusqu'à vendredi. Après cela, le montant baisse. Il se retourna, marcha calmement vers son Audi et repartit comme s'il savait déjà qu'Eliane l'appellerait. Léo secoua la tête. « Je n'arrive pas à croire que tu aies refusé 186 000 € cash. » Eliane ne lui répondit pas. Son estomac se tordait déjà. Elle se dirigea vers l'arrière pour prendre l'air, passant devant les haies envahies et les barils de poubelles rouillées. En approchant de la porte de service, près de l'ancienne cabane de jardinier, elle s'arrêta net. Des traces de pneus. Pas celles qu'ils avaient en fait en déchargeant des cartons. Celles-ci étaient fraîches, des ornières profondes dans la parcelle de boue molle près des fondations. L'angle était étrange, comme si quelqu'un avait reculé, puis marché autour. Elle scanna le sol. Aucune empreinte de pas. Mais les traces menaient directement aux marches latérales, directement à la porte. Personne ne l'avait ouverte depuis leur arrivée. Elle ne dit rien aux enfants tout de suite. Pas besoin de les effrayer. Mais quelque chose n'allait pas. Ce type Vesper était apparu 24 heures après qu'il ait consulté les archives historiques sur Anatole de Valois. Une coïncidence ? Pas une chance. Plus tard ce soir-là, après le dîner, et que les enfants soient retournés dessiner dans le salon, Eliane les prit à part tous les deux. « Écoutez, » dit-elle, « à partir de maintenant, quoi que nous trouvions dans cette maison, quoi que nous pensions que cela puisse être, nous n'en parlerons pas en dehors de ces murs. Ni à tante Sophie, ni à Léo. À personne. Compris ?» Théo hocha la tête. « Vous pensez que ce type était au courant des symboles ? Je pense qu'il en savait plus qu'il n'en a laissé paraître. Et je pense qu'il n'est pas le seul à surveiller cet endroit. » La voix de Clara était calme. « Vous pensez qu'il est dangereux ?» Eliane ne mentit pas. « Je ne sais pas, mais je ne vais pas lui donner de raison de penser que nous sommes ignorants ou négligents. » Théo croisa les bras. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Eliane attrapa la lampe de poche sur la table et regarda vers le garde-manger. « Maintenant, nous arrêtons d'attendre que quelqu'un nous dise ce qu'est cet endroit. Nous allons le découvrir par nous-mêmes. » Le garde-manger tourmentait Clara depuis le départ de Vesper. Elle ne cessait de revenir à son carnet de croquis, feuilletant les dessins qu'elle avait faits des symboles, des gravures, des motifs dans le bois. « Il y a quelque chose d'étrange, » murmura-t-elle ce matin-là, agenouillée devant le mur sculpté pendant que Théo et Eliane transportaient des débris hors du couloir. « Tu as déjà tout copié, » dit Eliane, essuyant la sciure de ses paumes. « Que cherches-tu d'autre ?» Elle tapota son crayon sur le carnet de croquis. Ces cercles ne sont pas aléatoires. Ils sont espacés, comme des pièces. Regarde. Elle tendit la page, traçant son crayon d'un grand cercle à l'autre. C'est la cuisine, puis la bibliothèque. Celui-ci, c'est le garde-manger lui-même. Et ceci. Elle montra 3 lignes reliant ces cercles, sauf qu'elles ne correspondaient pas à la disposition de la maison. Elles coupaient à travers des angles, entre des espaces où, à leur connaissance, il n'y avait même pas de porte. « Ce ne sont pas des couloirs, » dit Théo, se penchant. « Ce sont des tunnels.
des tunnels cachés, des passages cachés, corrigea Clara. C'est pour ça que le plan que nous avons trouvé dans le grenier n'avait pas de sens. Des pièces manquantes, des murs trop épais, tout est là, juste caché à la vue de tous. Eliane s'accroupit à côté d'elle, passant ses doigts sur la gravure réelle sur le mur du garde-manger, pendant que Clara tenait le dessin à côté. Elle avait raison. Les gravures n'étaient pas abstraites, elles étaient délibérées, un plan stylisé, une carte. Théo leva les yeux. Donc, si le garde-manger est le début, où est la prochaine marque? Clara scanna à nouveau son dessin. La bibliothèque. Ils prirent les lampes de poche et se dirigèrent vers le couloir. La bibliothèque était devenue leur espace de travail par défaut, principalement parce qu'elle ne sentait pas le moisi et que les fenêtres s'ouvraient complètement. Eliane scanna les étagères pendant que Théo vérifiait le long des plinthes et derrière les rideaux. Clara s'arrêta devant la cheminée. Il y a quelque chose de sculpté dans la cheminée. Elle s'accroupit, brossant la poussière du revêtement en bois au-dessus de l'âtre. Ils se penchèrent tous. Les gravures ici étaient différentes, plus étalées. Des cartes stellaires, d'étranges constellations, des lignes courbes, des séquences de nombres gravées dans les coins comme des coordonnées. Certaines étaient à des valeurs astronomiques, d'autres ressemblaient à des problèmes de trigonométrie qui avaient mal tourné. Théo sortit son téléphone. Ce ne sont pas juste des symboles, c'est une grille de coordonnées. Tu es sûr? Oui, ça, c'est l'ascension droite et la déclinaison. Cartographie du ciel. Eliane le fixa. Tu as trouvé ça sur ton téléphone? Il leva les yeux au ciel. Dans ma tête, maman. Je ne suis pas stupide. Personne n'a dit que tu l'étais. Pendant que Théo déchiffrait les symboles, Clara commença à retirer les livres des étagères voisines, un par un. Eliane la rejoignit, vérifiant s'il y avait quelque chose d'inhabituel. Des reliures abîmées, des titres mal alignés, des reliures plus épaisses. Au bout de 15 minutes, ses doigts se posèrent sur un volume relié en cuir rouge qui n'avait aucun titre. « Celui-là est creux, dit-elle, et elle le tendit à Eliane. Eliane le secoua doucement. Quelque chose bougea à l'intérieur. Le livre était scellé par un fermoir magnétique à peine visible le long de la couture. Elle l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un carnet relié par une ficelle. Des pages jaunies, une encre si fanée qu'elle semblait grise. Des notes manuscrites remplissaient chaque ligne, écrite de façon serrée et nette. Eliane tourna à la première page. Le titre indiquait « A. de Valois, 1896 ». Le journal personnel d'Anatole. Les pages suivantes contenaient des notes désordonnées mais méticuleuses sur l'économie de l'époque, des avertissements sur l'instabilité, des prédictions d'effondrement, des mentions de la ruine à venir et de l'échec du système bancaire. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était une stratégie. Puis, le phrasé avait changé. Moins financier, plus cryptique. Préserver ce qui importe le plus. Que la connaissance et le repos deviennent les gardiens de la vérité. Le véritable coffre-fort se trouve sous les deux. Eliane tourna une autre page. 3 clés à trouver. Garde-manger, bibliothèque, lieu de repos. Théo se pencha par-dessus son épaule. Donc, nous n'avons même pas encore trouvé la première. Juste des indices. Il semblerait, dit Eliane. Clara était assise en tailleur sur le sol, relisant le carnet de croquis. Qu'est-ce que le lieu de repos? Ça pourrait être une chambre, dit Eliane, ou une crypte si ça devient vraiment bizarre. Super, marmonna Théo. Donc, on chasse un trésor dans une maison construite par un type qui avait prévu la fin du monde. En gros. Ils passèrent le reste de l'après-midi à cataloguer ce qu'ils pouvaient. Clara copiait le journal mot pour mot dans son carnet de croquis. Théo insérait les coordonnées dans une application de cartographie stellaire, essayant de les superposer à la disposition de la maison. Eliane fit une nouvelle cafetière et essaya de comprendre ce que le journal entendait par « connaissance et repos ». En soirée, il était évident qu'ils n'iraient nulle part. Leur bail de location se terminait dans 4 jours et l'appartement n'avait pas de chauffage. Ils auraient pu supplier Sophie de laisser les enfants rester un moment. Mais après le coup de Vesper, Eliane n'allait pas lui donner de munitions. Pas maintenant. Elle déroula les sacs de couchage dans le salon, installa 2 lanternes d'à pile
et commença à allumer le vieux foyer. Clara entra, serrant le carnet de croquis contre sa poitrine. « On reste vraiment cette nuit ?»« Oui, » dit Eliane. « Nous restons. » Théo jeta son sac à dos dans un coin, sortit un chargeur et commença à brancher une multiprise à la seule prise fonctionnelle qu'ils avaient trouvée au mur. « On dirait que c'est le camp de base maintenant. »« On va s'en sortir, » dit Eliane. Le feu crépitait derrière eux. Dehors, le vent se leva. Il faisait claquer les volets cassés du 2e étage et faisait grincer toute la façade. La maison gémissait comme si elle reprenait vie après des années de silence. Ils étaient allongés dans leur sac de couchage. Les lanternes projetaient une lumière jaune sur le sol poussiéreux, le journal et le carnet de croquis entre eux. Et pas de lit, pas de chauffage, mais d'une manière ou d'une autre, ils n'avaient pas l'impression de camper. Ils avaient l'impression de creuser quelque chose de réel, quelque chose d'enfoui profondément. Le vent tint Eliane éveillée presque toute la nuit. Le bois craquait, les tuyaux cliquetaient, et quelque part près du grenier, quelque chose bougeait. Peut-être un volet lâche ou un oiseau piégé. Elle s'habitua au bruit, mais le silence entre eux, c'est ce qui rendait les choses plus difficiles. Au matin, ils étaient de retour dans la bibliothèque, essayant de décoder les notes d'Anatole. Clara redessinait le diagramme du coffre-fort. Théo arpentait la pièce avec sa lampe de poche, s'agitant comme si son cerveau avait 5 pas d'avance sur ses pieds. « Je veux vérifier la chambre principale, » dit-il soudainement. « Il y a quelque chose d'étrange là-dedans. » Eliane le suivit à l'étage pendant que Clara restait en bas. Les planches du couloir gémissaient sous leurs pas et le papier peint le long de l'escalier ressemblait à du parchemin fondu. Dans la chambre, Théo se dirigea directement vers le mur opposé au lit et commença à taper le long des plinthes. Tap, tap, boum. Il s'arrêta, puis tapa à nouveau, juste ici. Le son était différent, creux. Eliane s'agenouilla à côté de lui. Il passa ses doigts le long de la moulure jusqu'à ce qu'il s'arrête à un endroit où une bande de clous dépassait légèrement. « Vérifiez ça, » dit-il. Il attrapa l'extrémité d'une petite barre à levier et la coinça sous la bande, la soulevant lentement jusqu'à ce que la planche se détache avec un craquement sec. De la poussière s'échappa d'abord, puis une petite pochette en tissu tomba au sol, comme si elle l'attendait depuis des décennies. Eliane la ramassa et la déballa. À l'intérieur se trouvait un morceau de métal triangulaire, gravé des mêmes spirales et symboles qu'ils avaient vus dans le garde-manger, de la taille de sa paume. Il avait du poids. Pas de l'or, pas de l'acier, quelque chose entre les deux. « Un de moins, » dit Eliane. « 2 à trouver. » Théo sourit. « Je te l'avais dit. » Ils retournèrent au garde-manger. Clara était déjà montée sur un tabouret et scannait la poutre du plafond avec le porte-clés UV de Théo. Le petit truc en plastique ressemblait à un jouet, mais sous le faisceau violet, quelque chose de faible s'alluma juste au-dessus du mot « commencer ». Une fine flèche pointant vers un joint de poutre bouché. « Je n'avais jamais vu ça avant, » dit Eliane. « Ça n'apparaît qu'aux UV, » répondit Clara. « Le même genre d'encre que nous utilisons dans les escape rooms. » Elle tendit la main et fit tourner la cheville en laiton peinte incrustée dans le capuchon de la poutre. Au début, elle ne bougea pas, mais ensuite, elle s'inclina sur le côté avec un claquement métallique sec. Un petit morceau de métal tomba de la poutre, directement dans la paume d'Eliane. La même forme triangulaire, le même motif gravé. 2 pièces maintenant. Ce n'était pas seulement qu'elles se ressemblaient, elles s'emboîtaient. Eliane pressa les bords ensemble et des aimants à l'intérieur les attirèrent en place, comme des pièces de puzzle qui s'emboîtent. Ils restèrent silencieux un instant, regardant les pièces jointes. Puis Théo claqua des doigts. 314. Quoi ? Du journal, les chiffres de coordonnées dans la bibliothèque. L'une des séquences se terminait par 3, 1, 4. Pi. Et tu as dit connaissance et repos. Cet endroit est la connaissance. Ils retournèrent à la bibliothèque et se tinrent devant la bibliothèque intégrée du mur ouest. Théo montra la 3e étagère à partir du bas. 3e étagère, 1er livre, 4e rangée. C'est une séquence, tirez-les dans cet ordre. Eliane tendit la main et tira le 3e livre sur l'étagère. Puis Théo prit le 1er de l'étagère supérieure.
Clara s'avança pour prendre le 4e. Au début, rien ne se passa. Puis, il y eut un léger clic. Un loquet caché se déclencha et une fente étroite sous l'étagère supérieure s'ouvrit avec un grattement sec. Le son rappelait à Eliane celui d'un panneau de pont de navire retiré après des années de rouille. Elle tendit la main avec précaution et en sortit un 3e morceau de métal. Même forme triangulaire, même poids, même symbole. Lorsqu'ils assemblèrent les 3, ils formèrent un triangle complet de la taille d'un CD. Un motif d'anneau concentrique recouvrait la face. Quelque chose disait à Eliane que ce n'était pas seulement une pièce décorative. C'était une clé littérale. Elle la tint à la lumière, la retourna dans sa main. « Nous avons les 3, dit-elle. Maintenant, nous devons trouver où cela mène. » Ils passèrent le reste de la journée à fouiller la maison à la recherche de tout ce qui correspondait à la forme. Pas de serrure, pas d'indentation, pas d'endroit évident pour l'insérer ou l'aligner. Quoiqu'Anatole ait caché, il ne voulait pas que cela soit trouvé rapidement. Vers minuit, Eliane sortit sur le porche pour vérifier le flux de la caméra. Elle avait monté une seule caméra activée par le mouvement au-dessus de la porte d'entrée 2 jours plus tôt, la reliant à un vieux moniteur dans le couloir. La plupart du temps, ils attrapaient des écureuils et un livreur qui s'était trompé d'adresse. Mais cette fois, Eliane vit un mouvement, humain, lent. Elle rembobina le flux. Heure, 2h06. Il était là. Anton Vesper, manteau noir, gants, pas de lampe de poche. Il marchait sur la propriété comme si elle lui appartenait. Il passa devant la porte d'entrée, contourna le côté et s'arrêta près de la fondation en pierre sous la fenêtre de la bibliothèque. Il se pencha, étudia le mur de pierre. Il ne devinait pas. Il savait exactement où regarder. Eliane attrapa son téléphone et appela la gendarmerie de Valclair. La standardiste était calme, polie. « Nous pouvons envoyer une patrouille pour balayer la zone, dit-elle. Mais à moins qu'il n'ait commis une effraction, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Il est en train d'empiéter. Techniquement, il marche à l'extérieur. Pas de dommages, pas d'entrée. Si ça se reproduit, vous devriez peut-être installer plus de caméras. » Eliane raccrocha et fixa la séquence en pause. Théo se tenait derrière elle maintenant. Il était arrivé pendant qu'elle parlait. « Il n'abandonne pas, dit-il doucement. »« Non, dit Eliane. Il n'abandonne pas. » Clara les rejoignit dans le couloir. Elle avait écouté. « Et s'il s'introduit la prochaine fois ?» Eliane se tourna vers eux deux. « Il n'aura rien, dit-elle. Ni le journal, ni les clés, ni la maison. Je me fiche de savoir pour qui il travaille. » Théo regarda le triangle assemblé sur la table. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Eliane montra la bibliothèque. « Maintenant, nous allons découvrir ce que cela ouvre et nous allons le faire plus vite que lui. Parce que Vesper ne chassait pas une histoire. Il chassait la nôtre. » Ils descendirent la clé triangulaire juste après le petit déjeuner. Pas de distraction, pas de téléphone, pas de digression. Le sous-sol sous la bibliothèque avait toujours semblé plus froid que le reste de la maison, comme si l'air ne voulait pas y circuler. Eliane l'avait attribué à une mauvaise isolation. Mais après la nuit dernière, elle ne mettait plus rien de côté. Théo ouvrit la voie avec sa lampe de poche, balayant les murs de pierre comme s'il attendait que quelque chose en sorte. Clara restait près de lui, serrant le journal, comme si c'était la seule chose qui maintenait cet endroit. Eliane tenait le triangle dans sa main. Alors qu'il passait devant la chaudière et se dirigeait vers le mur du fond, elle le sentit. Une légère vibration, pas constante, pas un bourdonnement. C'était plutôt comme le moment où 2 aimants s'alignent, une traction nette et ciblée. « Ici, » dit-elle, s'arrêtant près d'un joint épais dans la pierre. À peine visible à moins de le chercher, Théo passa sa lampe de poche le long du mur. « Ça ressemble à une fissure. Trop droite, » dit Eliane, « trop nette. » Elle pressa le triangle contre le joint et le fit tourner lentement. Rien ne se passa. Puis, elle poussa plus fort et entendit un clic. Pas un clic fort, mais serré, mécanique, comme si quelque chose venait de s'emboîter. « Vous avez senti ça ?» demanda-t-elle. Clara hocha la tête, comme si ça avait attrapé quelque chose. Eliane tourna à nouveau. Un autre clic, et puis le mur bougea. Une section de pierre recula de 5 cm.
puis glissa latéralement dans la fondation, révélant un passage étroit, juste assez large pour une personne à la fois. Il faisait nuit noire à l'intérieur. L'air sentait sec. Pas le moisi ou la pourriture, mais le papier et la poussière qui n'avaient pas été touchés depuis des générations. Eliane se tourna vers les enfants. « Restez près de moi. » Ils traversèrent le tunnel, qui s'étendait sur peut-être 15 mètres. Les murs étaient en briques, le plafond bas. Eliane entendait leur respiration, forte et irrégulière, résonnant contre la pierre proche. La lumière de Théo frappa un cadre en acier devant eux et, juste comme ça, ils entrèrent dans une chambre ronde, creusée dans la roche. L'espace était plus grand qu'Eliane ne s'y attendait. 6 ou 7 mètres de diamètre. Pas de lumière, pas de fenêtre, mais le faisceau de la lampe de poche attrapa des étagères métalliques, des classeurs, des caisses en bois empilées sur 3 hauteurs et des vitrines en verre montées dans la pierre elle-même. Ils se dispersèrent lentement, vérifiant tout. Théo ouvrit l'une des vitrines. À l'intérieur se trouvaient au choix des certificats d'action, des centaines d'entre eux. Des compagnies ferroviaires, des aciéries, des entreprises pétrolières dont Eliane n'avait même jamais entendu parler, toutes du début du XXe siècle. « Ce sont des vrais », dit Théo, les yeux écarquillés, « et anciens. » Clara ouvrit une caisse et en sortit un grand livre en cuir, ses coins enveloppés de laiton. Elle le tendit à Eliane. À l'intérieur se trouvaient des titres de propriété, des parcelles de terrain en Indochine, en Afrique, en Amérique du Sud, signés et notariés par des clercs de comté probablement morts depuis un siècle. Chacun était catalogué, étiqueté, daté. Ce n'était pas juste une cachette, c'était un système. Ils trouvèrent 2 autres livres de comptes avec une mise en forme similaire. L'un listait des obligations aux porteurs, l'autre des collections de pièces rares. Chaque entrée avait une ligne pour la valeur estimée, l'état et le lieu de stockage. Anatole n'avait pas enterré un trésor. Il avait construit un coffre-fort qui fonctionnait comme une archive. Sur un petit bureau dans le coin arrière, ils trouvèrent un paquet de lettres attachées avec un fil rouge. Eliane les dénoua délicatement, prenant soin de ne pas déchirer le papier jauni. L'écriture était nette, formelle. L'encre avait pâli par endroits, mais un message se distinguait. « Si vous avez trouvé ceci, alors vous étiez destiné. » Je ne faisais pas confiance aux banques, mais je faisais confiance au système que j'ai construit. Toutes les choses de valeur doivent être gagnées, protégées et utilisées, inventoriées, protégées, évaluées, puis décidées. C'était signé A. de Valois, octobre 1888. Eliane tendit la lettre à Clara. Elle la lut 2 fois, puis la glissa dans les pages du journal. « Nous devons enregistrer tout cela, » dit-elle. « Chaque article, chaque boîte. »« Nous le ferons, » dit Eliane. « Mais nous ne dirons à personne tant que nous ne saurons pas exactement sur quoi nous sommes assis. » Théo s'accroupit près d'une armoire et trouva une pochette en cuir pleine de pièces. Il l'ouvrit lentement. « 5 crénons, » murmura-t-il. « Ce sont des pièces d'or. » Eliane s'approcha. Effectivement, des pièces frappées au début du XXe siècle, encore brillantes. Au moins une douzaine dans ce seul sac. Il n'y avait plus aucun doute dans son esprit. Ce n'était pas seulement de la richesse, c'était organisé, intentionnel, conçu pour durer. Eliane sortit son téléphone pour prendre quelques photos et peut-être enregistrer une vidéo d'inventaire. Mais au moment où elle ouvrit l'appareil photo, elle l'entendit. Des pas les leurs, lourds, délibérés, venant du tunnel derrière eux. Eliane fit signe aux enfants. Lumières éteintes. Théo éteignit sa lampe de poche instantanément. La pièce devint noire. Eliane pressa son dos contre le mur du fond, sortit la clé triangulaire de sa veste et la serra fort. Plus de pas. Plus proche maintenant. Puis une voix, basse mais claire. « Je sais que vous êtes ici. » Vesper. Eliane sentit son pouls s'accélérer. Ses doigts se resserrèrent autour de la clé. Les enfants ne bougèrent pas même un souffle. Il entra dans la chambre avec un léger craquement sur le sol de terre. Eliane pouvait voir sa silhouette, légèrement dessinée contre l'entrée du tunnel. Il fit 2 pas et s'arrêta. « Eh bien, dit-il, vous l'avez vraiment trouvé. » Eliane ne répondit pas, ni les enfants. Il marcha jusqu'au centre de la pièce
et fit un lent cercle, comme pour mémoriser la disposition. Eliane n'était pas sûre qu'il les ait repérés, mais elle ne risquait pas une confrontation ici. Un faux mouvement et les choses pourraient mal tourner rapidement. Il n'y avait pas de caméra, pas de témoin et pas de sortie facile. Il finit par se retourner et retourna dans le tunnel sans un mot de plus. Ils attendirent 30 secondes, puis 1 minute. Eliane compta ses pas à mesure qu'il s'éloignait. Quand elle fut sûre qu'il était parti, elle laissa échapper un soupir et ralluma la lampe de poche. Théo la regarda. « Il nous a suivis ?»« Non, » dit Eliane. « Il nous observait déjà. Il a juste attendu que nous fassions le prochain mouvement. » Clara serra le journal contre sa poitrine. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Eliane regarda la pièce à nouveau. Les documents, le système de stockage, la lettre. « Nous faisons ce qu'il a dit, » leur dit-elle. « Inventorier, protéger, évaluer. Plus de suppositions, plus de demi-mesures. Car maintenant, il ne s'agissait plus de curiosité. Il s'agissait de contrôle. » Vesper ne prit pas la peine de s'introduire en douce la prochaine fois. Il entra par la porte d'entrée à midi, comme s'il possédait l'endroit. Costume impeccable, le même air suffisant, comme si la réponse était déjà oui. Eliane était dans le couloir, révisant leur première série de notes d'inventaire quand il appela. « Ne perdons pas de temps, vous savez pourquoi je suis là. » Théo apparut de l'embrasure de la bibliothèque et Clara le suivit, le journal sous le bras. Personne ne dit rien. Eliane lui fit signe de la suivre en bas. Ils allèrent directement au coffre-fort. Il entra sans hésitation, comme s'il avait répété cette scène pendant des mois. Ses yeux balayèrent les étagères, les classeurs, les caisses empilées avec des étiquettes et des eurodatages. Il siffla doucement et passa sa main sur l'une des vitrines en verre. « Vous l'avez vraiment trouvé ?» dit-il, plus impressionné que surpris. « Je ne cherchais pas votre approbation. » Il rit doucement. « Non, je suppose que non. » Puis il tendit une fine enveloppe. Eliane ne la prit pas. « Qu'est-ce que c'est ?»« Mon offre. » Il fit un signe de tête vers la pièce. « 4 millions. Vous me cédez tous les droits. Contenu, propriété, historique des revendications, tout. Je le ferai enregistrer demain. Vous repartez avec de l'argent, propre et légal. » Théo regarda Eliane comme s'il venait d'être giflé. Clara ne bougea pas. Eliane ne jeta même pas un coup d'œil au papier. « Vous pensez que je vendrais ça ?» Ikalayo haussa les épaules. Tout le monde a un prix. Il ne s'agit pas d'argent. C'est exactement pourquoi vous devriez le prendre, dit-il s'approchant. Parce que des gens comme vous se font dévorer vivants quand ils essaient de s'accrocher à des choses qu'ils ne peuvent pas gérer. Vous n'avez pas d'avocat, vous n'avez pas de cabinet, vous n'avez même pas d'assurance pour cet endroit, n'est-ce pas? Vous ne savez pas ce que j'ai. Je sais ce qui arrive, dit-il. Contestation successorale, commission d'urbanisme, réclamation de titres calmes de chaque cousin d'Anatole de Valois qui sent l'argent. Vous passerez 5 ans à vous noyer dans les frais de justice. Et puis, peut-être que vous en obtiendrez un morceau. Mais d'ici là, la piste sera froide. Les actifs seront gelés et le fisc sera devant votre porte. Eliane le fixa. Alors, vous pariez que je cède sous la pression ? Je parie que vous êtes fatigué. Vous avez des enfants, une maison défaillante, un compte en banque qui n'a probablement pas vu de virgule depuis un certain temps. Pourquoi les traîner là-dedans ? Avant qu'Eliane ne puisse répondre, Clara s'avança. « Mais nous l'avons résolu, » dit-elle. Sa voix ne trembla pas. Nous avons suivi les indices. Nous avons trouvé le journal. C'est ce qui compte. Vesper se tourna vers elle avec un sourire narquois. « Ma chère, l'énigme n'est que la première partie. Le vrai jeu, c'est de prouver que ça compte légalement. Aucun juge ne se soucie de qui a trouvé la clé. Il se soucie de qui a la revendication. » Il n'avait pas tort, mais il ne gagnait pas non plus. Eliane croisa les bras. « Si c'est une affaire si bien réglée, pourquoi êtes-vous ici, à mendier une signature ? » « Je ne mendie pas, » dit-il sèchement. « Je vous donne une chance de vous en sortir proprement. J'ai déjà déposé ma demande préliminaire auprès du bureau du greffier du comté. Dans 30 jours, si personne d'autre ne soumet de contre-preuves, elle sera mise sous séquestre en attendant l'examen. » Théo s'approcha d'Eliane. «
Vous essayez de nous battre avec de la paperasse. » Vesper hocha la tête comme si c'était évident. « C'est comme ça que les adultes jouent. Mon petit, vous avez peut-être 2 semaines avant que le tribunal ne fixe une audience. Après cela, la seule chose qui comptera, c'est la piste écrite. Et vous pensez que nous n'en avons pas ?» Il haussa un sourcil. « En avez-vous une ?» Eliane ne répondit pas. Pas encore. Elle s'approcha, gardant sa voix basse. « Vous avez marché autour de notre maison au milieu de la nuit. Vous avez empiété sur une propriété privée. Vous avez accédé à un coffre-fort que vous n'avez pas découvert. Et maintenant, vous essayez de le revendiquer comme le vôtre. Il était à moi dès que la lignée d'Anatole s'est éteinte, dit-il, juste assez fort pour que les enfants l'entendent. C'était mon arrière-grand-oncle, au cas où vous ne l'auriez pas encore compris. Il n'y a pas d'héritier direct entre lui et moi. Je suis le suivant dans la lignée. Cela fait de vous l'intrus. » La prise de Clara sur le journal se resserra. Théo serra les poings. Eliane s'interposa entre eux et Vesper. « Laissez-moi être très claire, dit-elle. Vous pouvez déposer toutes les réclamations que vous voulez. Mais pendant que vous courez après votre paperasse, nous serons ici à cataloguer chaque pièce, chaque acte, chaque certificat. Nous monterons le dossier avant même que vous ne sachiez ce que nous détenons. » Il la regarda comme si elle bluffait. « Vous n'êtes pas prête pour ce que cela demande, dit-il, la voix coupante maintenant. J'ai déjà fait ça, et pas vous. » Bien, dit Eliane. Cela signifie que vous êtes prévisible. Il la fixa pendant une longue seconde. Puis, il remit l'enveloppe dans la poche de son manteau. Vous venez de faire une erreur très coûteuse, dit-il. Vous appelez ça une erreur. Moi, j'appelle ça le premier jour. Vesper jeta un dernier regard autour du coffre-fort, puis sortit sans un mot. Eliane se tourna vers les enfants. « Nous devons agir vite, » dit-elle. « Nous faisons des copies de chaque document. Nous faisons des expertises. Nous contactons un avocat spécialisé dans les fiducies. Et nous ne parlons à personne d'autre tant que ce n'est pas réglé. » Théo hocha la tête. « On peut faire ça. » Clara rouvrit le journal, tournant à la section avec les dernières instructions d'Anatole. « Il y a plus, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Ce n'était pas la fin. Eliane regarda la pièce à nouveau, puis la clé triangulaire, toujours posée sur le bureau. « Non, dit-elle, ce n'était pas le cas, parce que si ce n'était que le premier coffre-fort, le premier test, alors Vesper n'avait aucune idée de ce qu'il poursuivait vraiment. Et nous n'avions pas d'autre choix que d'y arriver les premiers. » Madame Gisèle Lenoir apparut le lendemain matin, juste après le petit déjeuner. Ils étaient à mi-chemin de la documentation du contenu du coffre-fort quand Eliane entendit frapper. Nette, rapide, déterminée. Elle entra, vêtue du même manteau bleu, marine, qu'Eliane l'avait toujours vu porter à la médiathèque de Valclair. Mais cette fois, ses bras étaient inchargés. Elle portait 2 grands dossiers, une enveloppe scellée à la cire rouge et un mince livre relié sous un bras. « J'ai continué à chercher, » dit-elle, lui laissant à peine le temps de dire bonjour. Ça ne me plaisait pas, la façon dont ce monsieur Vesper fouinait la semaine dernière. Théo surgit de derrière l'un des cabinets. Clara posa le registre d'inventaire et se plaça à côté d'Eliane. Madame Lenoir déposa tout sur la longue table à manger qu'ils utilisaient comme bureau improvisé. Sa main se dirigea directement vers l'enveloppe. « J'ai trouvé ceci dans nos archives privées, » dit-elle. C'est une copie du testament personnel d'Anatole de Valois, daté de 1896. Enregistré, mais jamais déposé. Il a été retenu, marqué en attente de récupération après résolution. Eliane le prit et parcourut les premières lignes. Ses doigts se serrèrent sur la page lorsqu'elle vit la phrase clé. « Le trésor revient à celui ou celle qui achèvera l'intégralité de mon dessein. » Madame Lenoir hocha la tête. Il ne l'a pas laissé à un parent. Il n'a pas nommé un seul héritier par le sang. Il a laissé tout le domaine au résolveur du dessin intégral. C'est le libellé exact. Théo laissa échapper un bref souffle. Donc, le coffre-fort en bas, ce n'est pas la fin ? Loin de là, dit-elle. Selon les notes architecturales que j'ai trouvées, ce n'est que la phase 1. Elle ouvrit le livre relié. Il était rempli des croquis originaux d'Anatole. Pas des copies, pas des résumés, la vraie chose. Des diagrammes de structure murale, de renforts de plafond, de disposition de compartiments,
des notes griffonnées dans les marges. Il avait construit le manoir des roseaux comme un coffre-fort, avec des couches. Chaque chambre, chaque mécanisme, chaque énigme était un autre engrenage de la même machine. « Il y a d'autres chambres, » dit Madame Lenoir, tournant à une page avec un plan qui ne correspondait pas au plan actuel. Des passages, des énigmes, des espaces entiers cachés des registres publics. Anatole a conçu tout le domaine comme un défi vivant. Mais il ne s'agissait pas seulement de cacher des objets de valeur. Elle sortit un autre document de son dossier. Un ensemble de relevés bancaires, de résumés de portefeuilles, de registres de garde. Anatole a placé ses avoirs dans des comptes de garde. Actions, obligations, contrats immobiliers. Tous structurés pour être reportés par des réinvestissements automatiques. Aucune banque ne les contrôlait. Les dividendes étaient reversés annuellement et répartis entre les instruments successeurs. La majeure partie n'apparaissait même pas dans les registres publics. Théo se pencha sur la table, stupéfait. « Vous dites que l'argent est toujours actif ?»« Non seulement actif, » dit-elle. « Il a grandi discrètement, mais massivement. Les avoirs ont mûri pendant près d'un siècle. Dividendes, fusions, fiducies immobilières, tout alimentant la structure suivante. Il n'a pas enterré de richesse. Il l'a programmé. » Eliane regarda à nouveau le grand livre. Son estomac se serra. Ce n'était pas un collectionneur excentrique qui cachait des pièces d'or derrière les murs. C'était un homme qui avait conçu un moteur générationnel et l'avait enfermé derrière des énigmes qui exigèrent de quelqu'un qu'il réfléchisse, qu'il travaille, qu'il comprenne. Madame Lenoir vit son visage et s'adoucit légèrement. « C'est pourquoi il est important de savoir qui le termine, » dit-elle. Pas seulement qui le trouve en premier. Ce n'était pas destiné à un parent chanceux ou au plus rapide des enchérisseurs. Elle tapota à nouveau le testament. Il ne s'agit pas de simplement trouver de la richesse. Il s'agit de prouver que vous l'utiliserez de la bonne manière. « Un test, » murmura Clara. Eliane hocha la tête, la gorge sèche. « Un test de caractère. » Madame Lenoir joignit ses mains devant elle. « Vous êtes à mi-chemin de la première séquence, mais vous n'êtes pas la seule à le savoir maintenant. Vesper a déposé une réclamation concurrente auprès du bureau d'enregistrement de Valclair en fin de semaine dernière. Si elle n'est pas contestée, sa réclamation se transformera en propriété présumée dans 2 semaines. » Le visage de Théo devint pâle. Il essaie de nous battre à la ligne d'arrivée en se l'appropriant. « Il ne peut pas, » dit Eliane. « Pas si le testament stipule que l'achèvement est la qualification. » « Il compte sur le fait que personne ne le termine à temps, » dit Madame Lenoir. « Et si le tribunal ne voit pas de preuve que le défi a été relevé, il gagne par défaut. » « Quel genre de preuve ?» demanda Eliane. Elle ouvrit le dernier dossier. Des documents du conseiller juridique d'Anatole, conservés dans les archives de la médiathèque parce que son cabinet avait été absorbé dans les années 1940. Une phrase se distinguait en haut, « Transfert fiduciaire en attente de réalisation vérifiée. » « Il y a un verrou final, » dit-elle, quelque part dans la maison. Un qui déclenche la libération de la fiducie et prouve l'exécution complète. Tant que cela n'est pas trouvé, le tribunal considère cela comme un domaine non réclamé. Eliane regarda ses enfants. Ils n'avaient pas besoin d'être convaincus. Ils ne reculeraient pas maintenant. « Nous avons 2 semaines, » dit Eliane. Madame Lenoir hocha la tête. « C'est votre fenêtre. Après cela, Vesper déposera une demande de propriété par défaut. Alors nous le finissons, avant qu'il n'ait la moindre chance. » Elle esquissa un léger sourire, comme si elle l'avait attendu. « Je vous aiderai de toutes les manières possibles, » dit-elle. « Sachez simplement ceci. Anatole ne se souciait pas de qui portait son nom de famille. Il se souciait de qui pouvait porter le poids de ce qu'il avait construit. » Ils trouvèrent le déclencheur final à l'endroit le plus évident auquel ils n'avaient pas pensé, juste au centre, sous le grand lustre de l'escalier principal. Théo s'était amusé avec la grille en laiton au-dessus du palier, essayant de remplacer un couvercle de lumière fissuré, quand il avait remarqué quelque chose d'étrange. Une minuscule ouverture en maille derrière la garniture décorative. Un sonomètre, une vieille technologie, mais astucieuse. Anatole n'avait pas voulu une empreinte digitale ou un bouton. Il avait voulu entendre la réponse. Clara se tenait à côté d'Eliane sur la première marche, le journal à la main, et dit à voix haute : « Nous sommes ici pour préserver, pour comprendre,
pour l'utiliser pour plus que nous-mêmes. Ce fut le moment où le médaillon derrière le lustre cliqua, doux, délibéré, comme un mécanisme d'horlogerie qui se déverrouillait de l'intérieur. Une goupille cachée tomba du cadre du plafond et le lustre entier descendit de 60 cm, son poids se déplaçant au centre du sol. Puis, les planches sous leurs pieds bougèrent. 4 panneaux s'écartèrent, révélant un escalier en spirale menant directement vers le bas. Plus large que la première chambre, plus profond dans les fondations. Anatole n'avait pas caché de richesse, il l'avait stratifiée. Ils descendirent lentement, pas de poussière, pas de moisissure. L'air était pur. Les lumières, oui, il y avait des lumières, s'allumèrent avec un faible bourdonnement lorsqu'ils atteignirent le 2e palier. La chambre était de forme ovale, tapissée de mur à mur d'armoires, de coffres-forts ignifuges et de racks de dossiers métalliques boulonnés au béton. Au centre, une table en acier portait ce qui ressemblait au grand livre maître. Plus grand, plus épais, enveloppé d'une housse renforcée. Eliane l'ouvrit et sa gorge s'assécha. Des dizaines de portefeuilles, des positions d'actifs à long terme, des avoirs à l'étranger, des obligations patrimoniales de sociétés ferroviaires et pétrolières qui avaient depuis fusionné en noms connus. La plupart étaient encore actifs. Ils firent venir un expert évaluateur certifié cette semaine-là, discrètement, sous NDA. Après 2 jours complets à examiner l'inventaire et à scanner les portefeuilles, il leur donna une estimation provisoire. Les actifs, s'ils étaient entièrement vérifiés, pourraient approcher les 400 millions d'euros en valeur actuelle. Il précisa que le chiffre n'était pas une simple estimation. Le portefeuille avait survécu grâce à des instruments au porteur, des fiducies étagées et des avoirs successeurs. Maintenu en vie grâce à des réinvestissements de dividendes suivant des instructions claires. Ce n'était pas un coffre-fort d'argent, c'était un moteur. Ils trouvèrent également d'autres lettres. L'une, de la main d'Anatole, disait « Utilisez ceci pour construire, pas pour thésauriser ». Théo la regarda et ne dit rien pendant longtemps. C'est alors qu'ils entendirent faire les sirènes. Eliane monta à l'étage. Clara la suivit de près. 2 voitures de gendarmerie s'engagèrent dans l'allée principale, les lumières rouges et bleues clignotant. Une berline noire, d'apparence officielle, arriva derrière elle. Un huissier de justice sortit le premier, vêtu de gris, tenant un mandat portant le sceau du département. Il ne frappa pas. Il monta directement sur le porche, comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. Vesper les avait envoyés. L'huissier leva le document. Monsieur Anton Vesper a déposé une requête pour obtenir la divulgation de la succession sous contestation. Ceci est un mandat pour sécuriser la propriété et son contenu en attendant un examen judiciaire. Eliane le fixa. Nous avons déjà déposé notre revendication. Pas selon le registre du comté, dit-il. Avez-vous des documents justificatifs ? Eliane se tourna vers Madame Lenoir, qui était arrivée quelques minutes plus tôt, calme comme jamais. Elle portait une petite boîte métallique étiquetée « Document de fiducie 1896 ». Elle la tendit à l'huissier sans un mot. À l'intérieur se trouvait dans les papiers de la fiducie, scellés et signés, le rapport préliminaire de l'évaluateur, un dossier de chaîne de titres vérifié, préparé par leur avocat et recoupé avec le grand livre de Valois. Tout cela lié directement à la clause du testament d'Anatole, au solveur du dessin intégral. L'huissier feuilleta lentement les papiers. Son expression changea. Il se tourna vers le véhicule de gendarmerie et fit signe de baisser les lumières. Puis il sortit son téléphone et appela le juge des successions de garde sur haut-parleur. Madame Lenoir n'attendit pas. Elle regarda directement Vesper, qui venait de sortir de sa voiture, souriant déjà comme s'il avait gagné. « On dirait que vous venez de perdre, Vesper. » Il se figea au milieu de son pas. L'huissier se tourna pour lui faire face. « Nous avons une documentation active, des registres d'inventaire complets et une déclaration de fiducie liée à une clause conditionnelle. Pas de motif de saisie pour le moment. » La bouche de Vesper s'ouvrit, mais rien n'en sortit. L'huissier se tourna vers Eliane. « Jusqu'à la date de l'audience, votre réclamation tient. Ne quittez pas la ville. » Eliane hocha la tête. « Nous n'allons nulle part. » 2 jours plus tard, les échafaudages furent démontés. 6 mois de restauration non-stop, et la maison ressemblait enfin à ce qu'Anatole avait dû imaginer en la construisant. Forte, propre, habitée. Pas parfaite,
pas brillante, mais vivante. Il n'avait pas effacé son âge. Il l'avait juste laissé parler plus fort. Ils ouvrirent la fondation Valois-Dubois, le jour même où ils reçurent la décision finale du tribunal. Titre de propriété clair, pleine autorité. Le domaine était à eux, et maintenant, il avait un but. Clara dirige des visites d'art hebdomadaires à travers la maison. Elle a conçu la galerie qui couvre le 2e étage. Des aquarelles des plans originaux, des photos avant et après la restauration, et ses propres croquis des coffres forts, des symboles, des gravures énigmatiques. Les gens entrent silencieux, curieux, et repartent en la tête pleine et les yeux écarquillés. Théo est la plupart du temps à l'étage. Il a transformé l'ancien observatoire en un pôle technologique. Système de sécurité, système climatique, archivage numérique. Il a recablé toute l'aile Est lui-même. Puis, il a construit un modèle 3D de la maison à partir des plans originaux, superposés à ce qu'ils ont trouvé. Maintenant, ils ont un affichage interactif complet dans le hall. Et Eliane ? Elle est toujours céramiste, mais maintenant, elle peut enseigner dans un lieu qui compte. Ils ont transformé l'aile ouest en un centre d'apprentissage public, cours de littératie financière, mentorat de petites entreprises, ateliers historiques. Il ne s'agit pas de plaques et de cordons de velours. Il s'agit de montrer aux gens ce qui est possible quand on mêle la connaissance à l'action, quand on pense à long terme. La maison est un musée, oui, mais c'est aussi une école, un laboratoire, une rébellion tranquille contre la pensée à court terme. Sophie et Léo sont venus à l'inauguration. Ils n'ont pas dit grand-chose. Ils ont juste erré dans les couloirs comme s'ils ne savaient pas trop quoi faire d'eux-mêmes. « Tu l'as vraiment fait ?» a marmonné Léo une fois, debout au centre du hall principal. Oui, j'avais tort. Eliane n'a pas insisté. Il n'y en avait pas besoin. Même Sophie est passée. Elle s'est tenue avec Eliane au pied de l'escalier, fixant le lustre, celui qui avait tout déclenché. « Je pensais que tu perdais la tête, a-t-elle dit, à courir après une fantaisie. » Eliane a haussé les épaules. Moi aussi, certains jours. Sophie l'a regardée, honnêtement pour la première fois depuis des années. « Mais tu n'as pas fait ça. Tu as construit quelque chose. Et c'est la vérité. Ce n'était pas de la chance. Ce n'était pas juste trébucher sur la richesse. C'était du travail acharné, de longues heures, des doutes. Mais ils ont tenu bon. Ils reçoivent maintenant des lettres tous les jours, d'étudiants qui ont obtenu des bourses grâce à leur fonds d'éducation, de familles qui sont restées dans leur maison grâce aux subventions au logement qu'ils ont créés, d'anciens combattants qui ont lancé des entreprises dans le programme de démarrage que Théo a mis en place. Une lettre d'un donateur disait simplement « Vous n'avez pas seulement trouvé un trésor, vous l'êtes devenu. » Eliane garde celle-ci épinglée au-dessus de son bureau. La plupart des nuits, quand la maison se tait, Eliane se retrouve assise près de l'escalier, au même endroit que cette première nuit, 6 mois auparavant. Le même lustre au-dessus, mais maintenant, il y a de la chaleur, des lumières à chaque fenêtre, des pas sur les planchers, la vie. Eliane pensait autrefois que la richesse signifiait sécurité, confort, posséder des choses. Mais c'était une vision étroite. Maintenant, elle sait mieux. Elle n'est pas riche comme les gens le pensent. Elle conduit toujours la même camionnette, porte toujours la même veste, mange toujours des macaronis au fromage en boîte le jeudi. Mais elle est riche là où ça compte. Anatole ne testait pas leur intelligence. Cela venait facilement à des gens comme Vesper. Des discours habiles, des costumes élégants, des contrats fluides. Ils testaient leur cœur. Que ferait-il avec ? Le cacherait-il ? Le transformerait-il en argent liquide ? Le gaspillerait-il ? Ou le transformerait-il en quelque chose qui dure ? Au final, ils ont prouvé quelque chose de plus grand que les lignées sanguines ou les comptes bancaires. Ils n'étaient pas seulement les bons héritiers, ils étaient la bonne famille.